et je publierai aussi. Groupe 1 qui est en anglais. Ouais, mais là, non, hein, je peux pas. Là, il faut vraiment que je suive l'emploi du temps, donc je suis obligé de faire le cours, quoi qu'il arrive. Sinon, ça n'arrivera jamais. Donc, ils regarderont après s'ils ont envie d'avoir la suite. Tant pis, pour eux. Allez, on commence. On va faire ça en assez courte de toute façon, puisqu'il faut qu'on finisse simplement ce chapitre et comment. Ouais, mais parce que je. Ah oui, alors attends, c'est vrai, il faut que je me recule. Là, normalement, tu dois entendre mieux. Oui ou non? Ouais, c'est déconnecté. Voilà, faire gaffe. Il faut vraiment que je parle assez loin. En fait, pas au-dessus du bureau, sinon ça coupe. Alors, on a été resté à l'exercice 4 sur la numérisation d'une image. Et donc c'était encore là, c'était un sujet de bac 2009, c'était la suite de ce qu'on avait commencé. Pour insérer l'image de la taille reproduite dans l'exercice 2, la photo a été numérisée par un scanner et celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Il comporte des capteurs CCD qui balayent la photo. Donc, question classique, à quoi sert un capteur CCD? Alors, réponse. Un capteur CCD, ce sont des cellules photosensibles qui vont permettre de convertir la lumière en un signal électrique. Donc c'est simplement un convertisseur. Ça permet simplement de transférer la lumière qui est réémise justement par l'image, qui est réfléchie par l'image, et on la convertit vers une information électrique. Alors, si on doit citer deux autres exemples d'appareils qui utilisent un capteur CCD, il y en a plein. Il y a l'imprimante, il y a le FAST, l'appareil photo numérique, le caméscope, la webcam, un lecteur de code barre. Bref, tout ça, ce sont des exemples que vous pouvez citer qui utilisent des capteurs CCD. Donc ça, vraiment, c'est des questions de cours qui rapportent des points qui sont classiques. Bon, vous, normalement, le bac, bon, il n'y a pas de... Il n'y aura aucun souci, vous l'avez sans épreuve de physique, je pense. À moins qu'il nous change encore les choses en dernière seconde, mais ça m'étonne. Pour ça que là, on va simplement vous donner des bases pour la suite. En fonction du cursus que vous allez faire, vous aurez encore un peu de physique, et donc vous ayez des notions. C'est ça le plus important pour moi. Alors, question 3. L'image en noir et blanc a été convertie en niveau de gris par un logiciel qui a utilisé 8 bits de codage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi correspond un bit de codage. Un bit, c'est simplement une valeur, un 0 ou un 1. D'accord? Donc, si vous avez un seul bit de codage, si on regarde, soit on va avoir un 0 ou un 1. Donc, sur un bit. Donc, avec un bit, on peut encoder juste deux informations, soit 0, soit 1. Maintenant, si on utilise 2 bits de codage, ben là, on va pouvoir avoir tous les codes 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Donc, avec 2 bits de codage, vous pouvez encoder combien d'informations différentes? Allez, vous me marquez. Donc, 2 bits de codage, combien d'informations différentes est-ce que vous pouvez encoder? Allez-y et jouez le jeu là. Donc avec un bit, on peut soit avoir un 0 ou un 1.
C'est pas normal que vous ne me voyez pas à l'écran. Normalement, tu dois avoir la webcam. Mais c'est pas grave si tu ne me vois pas. Alors, ce que je peux faire, c'est écrire des trucs. Ouais, on va faire un petit truc comme ça. Regarde. On va le faire comme ça. Donc, indice. Voilà, c'est petit ça. Vous voyez le texte qui s'écrit au fur et à mesure. C'est soit 0, soit 1. Parfait. Donc, on peut encoder deux informations différentes. Vous êtes d'accord? Avec un bit, soit on met un 0, soit on met un 1, donc on peut mettre une ou deux informations. Si maintenant on regarde avec deux bits, c'est soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Donc, on peut encoder combien d'informations? Là, pour le moment, 2 bits. Combien d'informations avec 2 bits on peut encoder? Alors, Emma, exactement, avec 3 bits, ce sera tout ça. C'est déjà avec 2. D'après ce qu'on a décrit là. On peut encoder combien d'informations différentes? Bah alors, c'est facile là, il n'y a rien de complexe. Tu as 2 bits. Soit tu les écris 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Ça te donne combien de possibilités différentes? 4, exactement. Donc on peut encoder 4 informations différentes. Voilà, on va le faire pour 3. Alors. Vous comprenez. 3 bits, ce sera c'est soit 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, combien d'informations différentes? Exactement, donc 8 informations différentes. Donc maintenant, si on regarde, si on utilise 8 bits de codage, il y a combien d'informations différentes on peut englober? C'est sûr, vous n'allez pas tous les faire, mais suivez la logique. 2, 4, 8, 4 bits, ce sera 16. Voilà. En fait, on va faire la règle pour n. J'en ai n, non plus. On aura pour n bits, on aura 2 puissance n informations possibles. D'accord? Donc nous, on nous demande pour 8 bits. On aura 2 à la puissance 8, qui est égal à combien? Deux puissance 8, ça fait quoi? 256 informations possibles. Donc quand vous faites une image en niveau de grille, sur 8 bits, donc une information encodée sur 8 bits permet d'obtenir 256 niveaux de grille différents. D'accord?
Ah, je me suis trompé. Ça arrive. Tac, tac. Voilà. Est-ce que c'est clair ça? Donc l'information que vous devez vraiment retenir là-dessus, c'est celle-là. C'est que pour n bits, on aura 2 puissance n informations possibles. Et en général, maintenant qu'on travaille de plus en plus sur le numérique, etc., vous devez savoir quel est le nombre d'informations que vous allez pouvoir transmettre en fonction de la taille de votre fichier de base. Des questions pour la question 3? Ou est-ce que c'est clair? Pour le moment, je vais couper ma webcam, comme ça je suis sûr que ça va stabiliser un peu vos informations. Ok, donc ça je vais l'effacer. Et on va pouvoir continuer, il y a juste la réponse qui va s'afficher. Ok. Et si vous voulez, je mets sur le... Je vais créer un tableau blanc, de façon à ce qu'on le mette sur le tableau blanc. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? Alors, est-ce que je peux copier tout ça ou pas? Copier, tableau blanc. Ah non, je peux pas le copier, c'est nul. Je vais dû faire direct sur le tableau blanc. Je réessaye, on sait jamais. CTRL A, copier, tableau blanc, mettre un texte. Ah oui, c'est bien, ça marche. Par contre, on va réduire la taille. Voilà. Voilà, ça c'est la réponse. Vous aurez encore accès à ce tableau blanc si jamais pour revenir, ce qui me permet d'effacer ce que je viens d'écrire là-dessus. Google. Alors, ensuite, donc c'est bien ce que j'ai écrit. On a 256, je vais mettre un pointeur rouge. On a bien 256 niveaux de gris différents. L'image obtenue est constituée d'une juxtaposition de petits blocs plus ou moins lumineux qui sont des pixels. L'image restituée sur un écran d'ordinateur apparaît continue. Lorsqu'on zoome sur une partie de cette image, le logiciel de traitement dilate les blocs. Si le zoom est trop important, ces blocs apparaissent distinctement à notre vue. Pourquoi est-ce que notre œil perçoit-il ce phénomène à partir d'un certain niveau de zoom? La question, c'est en fait, pourquoi lorsque vous vous rapprochez d'un écran, vous commencez à voir les pixels? C'est dû à quoi? Réponse courte, pas besoin de blablater 36 000. Ah non, un pixel, ça a une taille bien précise sur ton image. Oui, exactement, c'est de l'impressionnisme. L'impressionnisme alors plutôt du pointillisme, puisque le pointillisme, c'est jouer là-dessus. C'est quand tu es loin de ton tableau et fait par pointillisme, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas ces petits points. Mais plus tu te rapproches, plus tu vois les pixels. La distance entre notre œil et le pixel est réduite, exactement. À partir d'une certaine taille, les pixels, ils ont une dimension qui devient plus grande que le pouvoir séparateur de l'œil. Et donc, plus on se rapproche, plus on va voir distinctement ces pixels. C'est dû à quoi? Donc là, le terme qui est important, c'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur de l'œil. Si on se rapproche trop, on va voir les détails. Si on est éloigné, on ne voit pas les détails. Ah, c'est bon pour l'exo 4? Alors l'exo 5, on ne va pas le faire parce que ça ne nous servira à rien.
Et on va directement passer au nouveau chapitre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de passer maintenant à l'analyse et la restauration des œuvres d'art, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et juste que vous ayez des notions de ce qu'il faut. Est-ce que je peux passer? Ça va? Allez, je passe au chapitre 7. Donc ce chapitre 7, sur l'analyse et la restauration des œuvres d'art, donc c'est vraiment la compréhension de tout ce qu'on a fait pendant ces 2 années en physique et en chimie, et l'application, le but ultime de l'utilisation des sciences, particulièrement la physique et la chimie, sur comment on analyse et comment on restaure des œuvres d'art. Alors, la restauration, ça peut être une question. C'est quoi? C'est l'art de rendre au tableau son état initial en tenant compte de ce qui s'est passé dans le temps, des aléas du temps, ou plutôt comme avait défini Paul Philippot, rétablir des liens authentiques entre l'œuvre et son passé. Oui, Lou, le cours sera sur YouTube, bien sûr. Un tableau, au fil du temps, il subit de la détérioration, dû à quoi? Il y a plusieurs facteurs. Ça peut être des variations de taux d'humidité, ça va décoller les couches picturales, trop de lumière, ça va décolorer les pigments, ça peut être aussi du vandalisme, tout bêtement. Et donc, au fur et à mesure, on est obligé de restaurer les tableaux afin qu'ils résistent à l'impact du temps. Donc, ce chapitre, je vais m'appuyer sur les Noces de Cana, réalisé par Véronèse, qui est le plus grand tableau du Louvre. Au départ, c'était un tableau qui devait décorer une salle à manger d'un monastère, et il représente la scène, donc Jésus qui change l'eau en vin lors des c'est pas la scène, pardon, c'est qui change l'eau en vin lors des noces de Cana. Et en 1990, il a dû être restauré. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de pigments qui avaient été abîmés, et donc les couleurs, telles qu'elles étaient au départ, n'étaient plus celles qu'on devait voir. Le rouge était devenu du vert. Et en fait, quand ils ont fait cette restauration, ils n'ont pas déplacé le tableau. Les restaurateurs sont venus à l'endroit, et en fait, ça permettait aussi aux visiteurs de pouvoir voir comment s'effectuait une restauration. Et actuellement, il y a de plus en plus de musées qui font ça. Par exemple, au musée d'Athènes, il y a toute une partie qui est dédiée à la visite pendant les restaurations. Ça, c'est un musée qui est ultra intéressant. Donc, on va d'abord étudier l'analyse d'un tableau, et ensuite, quels sont les différents procédés qui vont permettre sa restauration. Alors voilà le tableau, donc les Noces de Cana de Véronèse. Et on va se concentrer sur certains points particuliers, par exemple les toges rouges ou vertes. Et on va voir en fait que ces couleurs ont été modifiées avec le temps. Alors l'analyse au service de la restauration, l'analyse elle sert à quoi? Elle permet d'en savoir plus sur le travail du peintre, comment est-ce qu'il a réalisé sa toile, quels sont les matériaux qu'il a utilisés, et l'impact que le temps a sur ce tableau. Donc c'est grâce à ces techniques qui vont allier les avancées scientifiques, les compétences artistiques, que des décisions vont être prises pendant la restauration du tableau. Donc on va distinguer les repeints des repentirs. Ça, on va voir la différence qui existe entre les deux. Un repeint, ce n'est pas un repentir. On va voir ça, et ça c'est une définition que vous devrez connaître. On peut différencier grâce à une analyse le classique. Est-ce que c'est un original ou est-ce que c'est une copie? Les résultats des analyses, parfois ça amène aussi des surprises. Par exemple, lors de la restauration des Noces de Cana, on va voir qu'il y a eu des choses nouvelles qui sont apparues. Je pense aussi à la Joconde, qu'on a restauré la Joconde. Quand on l'a analysée, on avait vu qu'il y avait un autre dessin en dessous de la Joconde. Sur les Noces de Cana, si je reviens, on regarde l'intendant. Alors l'intendant, il était où? Je crois que celui-là, ici. Le manteau rouge, en fait, c'est un repeint
qui a été repeint postérieurement à la réalisation du tableau. Alors le pourquoi du comment, ça par contre c'est plus difficile, c'est plus les historiens de l'art qui vont pouvoir vous en parler. Donc, première chose à comprendre, c'est qu'un tableau, c'est constitué par différentes couches. Et c'est la superposition de ces couches, qui a des compositions totalement variées, sur lesquelles le scientifique va travailler. Donc, différentes couches à connaître. Au tout départ, il y a la toile. La toile, c'est votre support. Ensuite, il y a une colle qui va pouvoir boucher le trou de la toile de façon à pouvoir poser votre enduit. L'enduit va lisser la surface. Et enfin, on arrive sur la couche picturale qui est elle-même le travail de l'artiste. En général, on rajoute un glacis qui va donner du volume au dessin et on rajoute un vernis pour avoir une couche de protection pour empêcher l'oxydation des différents pigments. Et c'est ce vernis qu'il faut en général beaucoup renouveler. S'il n'a pas été placé, sinon la couche picturale, elle va vite être abîmée à cause de l'oxydation des pigments. Alors, la première chose que l'on fait lorsque on reçoit un tableau, on fait une observation générale. Maintenant, en fonction de d'où provient l'œuvre, l'état du tableau ne va pas être le même. En tout cas, quoi qu'il arrive, la prévention n'a pas toujours été efficace et il y a des dégâts qui sont plus ou moins importants. C'est pour ça qu'il va falloir observer le tableau en utilisant différents procédés scientifiques. L'auscultation, toute bête, c'est la première chose que va faire un réparateur, un rénovateur. Il va faire un état des lieux. Tout comme lorsque vous emmenez votre voiture en révision, la première chose à faire, c'est regarder l'état général de la voiture. Donc, on fait un diagnostic des différents symptômes de l'œuvre dans le but de lui apporter un remède. Vraiment, le restaurateur d'œuvres d'art, c'est vraiment le médecin pour vos tableaux. La première chose qu'il possède, c'est une observation méthodique à l'œil nu. Il se met à la place de l'artiste et commence son étude en général par l'arrière du tableau, en regardant le châssis, pour voir s'il n'y a pas des destructions du châssis et qui ne vont pas justement influencer sur la tension qui existe sur la toile. Parce qu'il faut le consolider ou réparer ou même carrément remplacer. Une fois que le châssis est analysé, il regarde la toile. Et sur la toile, en général, sur les vieux tableaux, il y a des traces de rouille. Pourquoi? Parce que les toiles étaient clouées directement sur le châssis. Et donc, ces clous se sont oxydés avec le temps et ça vieillit mal. Donc, ça risque de déborder en fait cette rouille sur la couche picturale. Une fois qu'il a fait ça, il va regarder s'il n'y a pas des actes de vandalisme, s'il n'y a pas eu des actes de restauration antérieure. Et enfin, il étudie la couche picturale en elle-même, qui va pouvoir présenter des craquelures, du jaunissement, des lacunes. Les lacunes, ce sont des vides à l'intérieur de la couche picturale qu'il va falloir combler. Donc voilà les étapes de l'auscultation. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va mettre le tableau à plat. Et on va faire une photographie en lumière rasante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire qu'on place le tableau sur la couche. Alors, si je fais un dessin, le tableau, alors, ma souris, le tableau est posé à l'horizontale, comme ça. D'accord. Et ici, ensuite, on va prendre un appareil photo, tout bête, et on va le poser sur le bord du tableau, ici. Donc ça, c'est notre appareil photo. Alors, je vais un peu le déplacer, si je veux bien. Ah. Là, je veux pas. Exactement, Monsieur Ronaldo Cristiano Ronaldo Gatto. On va simplement pouvoir voir toutes les imperfections, les irrégularités qui ont existé. Donc, par exemple, ici, on va voir les trucs, les aspérités, les ondes. Donc, en faisant cette photographie en lumière rasante, ça va nous permettre justement de voir ces aspérités. J'avais fait un dessin. Donc, hop, ça j'efface.
quand on est en incidence rasante, ça veut dire que la lumière qui provient, que l'on photographie, elle est vraiment, on est proche, on est tangentielle au tableau. C'est ça, être en incidence rasante. Et après, on peut quand même varier l'angle par lequel on va prendre la photo pour voir différents types de défauts. En fait, on fait varier l'angle d'incidence entre la normale du tableau. La normale, c'est la perpendiculaire qui passe par le tableau. Donc vous avez votre tableau qui est à l'horizontale, une droite perpendiculaire, comme celle-là, ici, ce qu'on appelle la normale. Et ensuite, l'angle de visée, on va le faire varier. D'accord? Pourquoi? Parce que la zone qui va être éclairée va diffuser la lumière dans plein de directions différentes. Et l'observation de ces clichés, elle va permettre de renseigner sur l'état de la surface de la toile, les craquelures, les soulèvements, les enfoncements de la couche picturale, les déchirures qui vont être mises en évidence. Voilà ce qu'il pour cette première analyse. Donc là, c'était l'analyse lorsque on reçoit le tableau en première instance. On fait une auscultation du châssis, ensuite du tableau en lui-même. Une fois qu'on a fait ça, on commence à prendre des photos. On prend ces photos en incidence rasante pour voir, comme tu disais Clément, les imperfections. Est-ce que c'est clair pour le moment ou vous avez des questions? Alors, ensuite, on va analyser le tableau en utilisant différents rayonnements électromagnétiques. Et c'est là que je reviens sur l'interaction lumière-matière. Vous vous souvenez qu'on a étudié les rayons X, le visible ou l'infrarouge. Et c'est là, en fait, que le restaurateur, celui qui va analyser l'œuvre, va utiliser différents rayonnements électromagnétiques. Parce que une onde électromagnétique, en fonction de sa longueur d'onde, elle ne va pas pénétrer de la même façon dans un tableau. Il y en a qui vont permettre simplement d'aller sur le glacis, ou d'autres qui vont simplement permettre de regarder la couche picturale, et d'autres qui vont permettre d'aller beaucoup plus à l'intérieur du tableau, et donc de donner des informations plus précises sur ce qui se passe en dessous de la couche picturale. Parce que si par exemple, il y a une des couches, l'enduit qui est abîmée, à l'œil nu, on ne peut pas le voir puisque c'est caché. Donc on est obligé d'utiliser une technique avec des rayonnements électromagnétiques bien précis. Alors, quels sont-elles? Quelques rappels sur le rayonnement. Quand vous avez un rayonnement électromagnétique, il y a trois phénomènes qui vont pouvoir avoir lieu. Soit le rayonnement va être absorbé par le milieu, soit il va être transmis, soit il va être réfléchi. L'absorption, par exemple, c'est exactement ce qui se passe quand vous bronzez. Vous allez sur la plage, vous dorez au soleil. Pourquoi est-ce que vous chauffez? Parce que votre corps absorbe les rayons infrarouges du soleil. Ultraviolets. La transmission, c'est lorsque la lumière arrive à traverser le matériau. Typiquement, lorsque vous avez un verre d'eau, vous pouvez voir à travers le verre d'eau. Pourquoi? Parce que les lumières visibles passent à travers l'eau. Et la réflexion, c'est typiquement ce qui se passe sur un miroir. Pourquoi est-ce que vous voyez dans un miroir? Parce que la lumière est réfléchie dessus le miroir. Donc elle est renvoyée vers le dessus. Donc ces trois termes, il faut les connaître. Qui sont résumés là-dessus. Vous avez un rayonnement incident. Il y a une partie qui va être absorbée par le matériau, une partie qui va être réfléchie et une partie qui va être transmise à travers le matériau. Les différents domaines, il faut vous déconnaître. Le plus important, ce sont en fonction des longueurs d'onde qu'on exprime en nanomètres. Lorsqu'on est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres de longueur d'onde, on est dans le domaine visible, où on a toutes les couleurs perceptibles à l'œil de l'arc-en-ciel. Si on est en dessous de 400 nanomètres, on est dans l'ultraviolet, et au-dessus de 800 nanomètres, on est dans l'infrarouge. Et maintenant, on va rajouter quelque chose, les rayons X, parce que beaucoup d'œuvres sont analysées grâce à des rayons X. Donc, quand on est inférieur à 10 nanomètres, alors c'est vrai que supérieur à 0,01 nanomètres, mais ce qui est important pour vous, c'est inférieur à 10 nanomètres, ce sont des rayons X.
Donc en fait, les rayons X, ce sont des ultraviolets particuliers, beaucoup plus énergétiques. Donc ça, vous le connaissiez, les limites du spectre visible. En dessous de 400, c'est l'ultraviolet. Au-dessus de 800, c'est l'infrarouge. Et ce qu'on rajoute maintenant, c'est tout ce qui est en dessous de 10 nanomètres. C'est ce qu'on va appeler les rayons. Voilà le niveau de nouveauté, c'est ce que je voudrais que vous sachiez. C'est vraiment savoir quelle est la gamme des longueurs d'onde pour les rayons. Alors, pareil, tout ça ce sont des rappels. Savoir calculer une fréquence à partir d'une longueur d'onde, que la longueur d'onde, c'est la célérité de l'onde de la lumière, donc c'est 3 puissance 8 divisé par la fréquence. La fréquence, c'est un log de la période, mais ça, en général, on ne vous demande plus. Et savoir calculer l'énergie d'un rayonnement, E, c'est égal à H, la constante de Planck qui est donnée, fois la fréquence du rayonnement. Ou alors, c'est aussi H fois C divisé par la longueur d'onde. Ah, ça, c'est des choses que vous devez connaître. Et c'est tout un chapitre qu'on avait fait là-dessus. Donc, je vais faire le rayonnement infrarouge, les rayons ultraviolets. Je regarde juste où je peux m'arrêter. Les rayons X. On va juste faire quelques-uns, on va commencer. D'accord. Alors, on va commencer par le rayonnement infrarouge. Donc, les rayonnements infrarouges, ils sont au-dessus de 800 nanomètres, en tout cas au-dessus de 750 en général, jusqu'à 1 mm. Après, vous avez les micro-ondes, les ondes longues, les ondes électro courtes. Bon, bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est les infrarouges. C'est au-dessus de 800 nanomètres, au-dessus de 750 nanomètres. Elles sont invisibles pour l'œil, vu que ce sont des infrarouges, mais par contre, elles sont émises tout le temps. À partir du moment où un corps a une certaine température, il va émettre des infrarouges. C'est pour ça que nous, on peut être détecté grâce à des caméras infrarouges. En fait, qu'est-ce qu'elles détectent, ces caméras infrarouges? Tout bêtement, le rayonnement que l'on émet à cause de notre température. Qui est un rayonnement de l'ordre de 1500, 1800 nanomètres. Comme ça, donc, on peut les voir. Ok pour ça. Tac, tac. Alors, voilà ce qu'il faut que vous sachiez, enfin, que vous auriez dû savoir pour votre deck, c'est jusqu'où, dans les différentes couches d'un tableau, est-ce qu'on peut analyser un tableau avec des rayons infrarouges. Les rayons infrarouges, ils passent le vernis, le glacis, la couche picturale et l'enduit. Ils sont arrêtés par la colle. D'accord? Donc en fait, ça nous permet carrément d'aller directement sur l'enduit, de passer la couche picturale et de voir s'il n'y a pas eu un dessin, un pré-dessin qui a été fait par l'artiste, un dessin en carbone. C'est comme ça justement que la Joconde, grâce à une analyse au rayonnement infrarouge, qu'on a pu s'apercevoir qu'il y avait un autre dessin en dessous, un premier dessin au fusain qui avait été réalisé par des artistes. Alors, peut-être par quelqu'un d'autre, hein, c'est une fois. Je ne peux pas vous garantir que c'était lui qui l'avait fait. Mais oui. En tout cas, il y avait un autre dessin à la base. Donc, savoir que les rayonnements infrarouges permettent de couper jusqu'à la colle. Alors, la technique, oui. Nom de technique à connaître, la réflectométrie infrarouge. Donc, comment est-ce qu'on détaille, on arrive à trouver que le dessin en carbone de l'artiste a été réalisé grâce à de la réflectométrie infrarouge. Ça, c'est juste un terme à connaître. Comme il traverse la couche picturale, les différents pigments peuvent être analysés aussi par ce rayonnement infrarouge. D'accord. On peut aussi analyser, c'est une analyse spectroscopique infrarouge. Alors ça, c'est des choses qu'on fait en première spécialité de physique et en terminale spécialité physique, où on leur fait étudier différents pigments. Et donc, ils doivent retrouver la nature du pigment à partir de l'analyse infrarouge qu'ils ont fait. Vous, je ne peux pas vous le faire parce que ça fait quand même appel à des connaissances scientifiques beaucoup plus complexes avec beaucoup de calculs. Mais c'est quelque chose voilà, qui est totalement faisable. Voilà. Et on arrive au rayonnement ultraviolet. Alors, juste un exemple. Quand on éclaire un tableau en rayon UV, qu'est-ce qu'on voit? On voit des taches qui apparaissent.
Et donc en fait, ces tâches, elles permettent de voir que ce sont des repins. Donc les ultraviolets qui sont des ondes au-dessus de 400 nanomètres, en dessous de 400 nanomètres, donc 10 nanomètres, 400 nanomètres. Il y a différents types d'UV, hein, les UVA, les UVB, les UVC, les VUV. On s'en fout, hein, c'est tous les UV qui nous intéressent. Ben, ça va permettre de mettre en avant des repins ou des défauts du tableau. Ces tâches sont caractéristiques de repins qui ont été réalisés. C'est qu'en zoomant là-dessus, on voit des tâches qui apparaissent. Ces tâches sont caractéristiques de repins qui ont été réalisés. Alors, en général, par l'auteur, ou sinon, après, parce qu'ils ont subi une restauration. Donc, à chaque fois qu'il y a une restauration, on peut le voir grâce à une analyse au rayonnement UV. Et comme ils ne sont pas très pénétrants, c'est vrai qu'ils montent juste au-dessus. Et la moindre différence, ils arrivent à la taille du glacis. Et sur le glacis, bah, s'il y a une modification du tableau, tout de suite ça se voit par des taches. Donc, savoir que les rayons infrarouges, les rayons UV, contrairement aux rayons infrarouges, ils ne pénètrent pas en profondeur. Ils s'arrêtent juste en surface à la couche de vernis. Ça permet d'exciter la fluorescence, c'est trop important. Donc, on va voir justement les repins. Alors, pas forcément. Il y a aussi des zones qui vont devenir plus foncées. C'est dû à quoi? C'est simplement parce que si ça devient plus foncé, c'est que le vernis est aminci ou qu'il y a une lacune. On n'a pas mis assez de vernis à cet endroit. Donc, on va pouvoir corriger ce défaut. Et il nous reste les rayons X. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que vous sachiez. Donc, c'est exactement les mêmes rayons qui sont utilisés lorsque vous passez une radio. Vous avez cassé un truc, un os, ben vous passez des rayons X pour voir comment est l'état de votre os. Mais l'état de l'os, c'est la même chose. D'accord? Plus l'épaisseur du matériau est importante, plus vous allez avoir d'absorption, ce qui est logique. Plus vous avez une grosse épaisseur à traverser, bah, plus il va falloir d'énergie au départ pour pouvoir traverser cette épaisseur. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fonction du numéro atomique de l'élément chimique qui est traversé, ben plus le numéro atomique est grand, ben plus il va absorber. C'est logique, puisque un numéro atomique grand, ça veut dire que l'atome est composé par beaucoup de protons et de neutrons. Donc il va absorber beaucoup plus facilement ces rayons X. Et en analysant finement cette absorption, j'arrive, est-ce qu'en analysant finement cette absorption, et ben on peut remonter exactement à dire, ah ben voilà, c'était tel atome qui était là parce qu'il a absorbé en telle quantité. Alors est-ce que les rayons X peuvent être dangereux pour le corps? Oui, bien entendu qu'ils peuvent être dangereux pour le corps. À trop haute dose, vous irradiez quand même votre corps, et donc ça crée des séquelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de radios en une année, et on est limité dans le nombre de radios que l'on peut recevoir en une année. Alors, les rayons X, en fait, traversent tout. Ils sont ultra pénétrants. C'est pour ça qu'ils sont dangereux, parce qu'ils traversent la matière, etc. Le seul moyen de les arrêter, c'est de mettre une plaque en plomb, ou un verre de plomb. Et c'est pour ça que ceux qui font passer des radios en médical, quand ils font passer la radio, ils sont cachés par une vitre en plomb qui contient des atomes de plomb. Le plomb est un élément qui a un gros numéro atomique, et donc il absorbe ce rayonnement. Et donc les rayons X nous permettent d'analyser beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on va surtout analyser? Ça va être en transmission, on a des rayons incidents, et il y a une partie quand même qui va ne pas être absorbée si on en met trop. Et donc, on va analyser ce qui reste. Mais du coup, il adapte la puissance en fonction de la corpulence du patient. Alors ça, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est toujours la même dose, puisque pour avoir une image nette, tu as besoin d'avoir un certain nombre de photons rayons X qui arrivent. Donc tu es obligé, même je pense que si par exemple si quelqu'un est obèse, à mon avis, on doit mettre une dose un peu plus importante. On va avoir une irradiation un peu plus importante, puisque la couche à traverser est plus importante. C'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sûr. Alors, le cliché obtenu sur la plaque va vous donner une vision en profondeur du tableau. Et donc, en fait, la spectroscopie par rayon X, ça permet d'avoir une information sur la nature et des composés et surtout de leur quantité. Plus il y en a,
plus l'absorption sera importante. Et en plus, chaque type d'atome va absorber un type de rayon. Voilà, et donc juste pour conclure, ce qu'on avait à voir, c'était que la radiographie d'une œuvre, elle va permettre de différencier une copie d'un original, mais pas seulement. Elle va permettre aussi de mettre en évidence les modifications au cours du temps, la constitution des supports, etc. etc. Et dans l'INAS de Cana, la radiographie, elle avait donné des informations sur l'altération du support, donc les mastiques qui étaient autour des clous, mais surtout elle a permis de mettre en évidence des repentirs de Véronèse, c'est-à-dire des hésitations sur certains mouvements, les doigts des mariés, à gauche du tableau, la position du violiste, le bras du convive, on voit ici, là on voit qu'il y a des hésitations, donc des repentirs à cet endroit. La table dressée, elle avait été peinte avant toute représentation humaine, et dans des changements de silhouette, d'attitude de personnage, tout ça, on peut le voir par radiographie. Donc ça permet de voir quelle est l'évolution de l'esprit artistique de l'artiste lorsqu'il peint son œuvre. Voilà, on va juste arrêter là pour aujourd'hui, donc vous ne voyez pas d'exercice. On se reverra, donc j'arrête là.